Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Code with Oreo. Alors dans cette vidéo et dans cet article, je mettrai le lien de l'article du blog dans la description, on va parler de Django. Alors Django, qu'est-ce que c'est? Django, c'est un framework de développement web spécialisé pour Python, vu qu'il est codé en Python, qui est open source et libre, donc qui est évidemment gratuit, et c'est un des frameworks les plus populaires qui existent en ce moment, surtout en Python, et qui a plusieurs atouts. Premièrement, il est très bien fait, il a une documentation qui est très très bien écrite et qui existe en français, donc profitez-en. Je mets le lien dans la description, le lien de la documentation, et le lien de l'article du blog dans lequel il y a aussi le lien pour la documentation. Donc ce premier article, c'est le premier d'une suite d'articles, il va y en avoir plusieurs parce que Django, c'est énorme, il y a beaucoup de choses à voir dedans. Donc dans ce premier article, on va déjà voir comment l'installer, comment le configurer et comment créer notre première page. Le but final étant de créer un blog entier, tout un système de blog avec des commentaires, des articles, un système d'authentification, etc. Donc on va pas tout voir aujourd'hui évidemment, donc on va se concentrer sur l'installation et la configuration de Django. Là, comme vous pouvez le voir à l'écran, j'utilise Visual Code Studio pour ce développement et j'ai un dossier que j'ai appelé blog tout simplement, dans lequel on va pouvoir travailler. Donc la première chose que l'on va vouloir faire, ça va être de créer un environnement virtuel, comme à chaque fois qu'on travaille sur Python. Je vais utiliser pipenv, vous pouvez utiliser virtualenv si vous êtes plus à l'aise avec virtualenv. Moi je vais utiliser pipenv. Donc je vais installer pipenv, pip3 install pipenv. Alors normalement il est déjà installé, voilà, il me dit qu'il existe déjà. À vous de voir si vous avez besoin de l'installer ou non. Et ensuite, on va installer l'environnement virtuel. Donc pipenv install, on va lui donner la version de Python qu'on veut utiliser. Donc dans notre cas, ce sera la version 3.10.1. Et on va également lui dire d'installer la librairie de Django. Donc Django est une librairie, elle peut s'installer avec pip, avec un simple pip install Django. Et ça fonctionne très bien. Donc on va lancer cette installation. Il crée l'environnement virtuel, il a récupéré Django, il installe Django, il lock, et c'est terminé. Donc, Django est installé, maintenant on va activer notre environnement virtuel, donc avec un pipenv shell. Alors, hop, on va nettoyer un petit peu l'écran, voilà. Donc notre environnement virtuel est créé, il est là, on peut le voir, il est créé et activé. Donc le fait d'avoir installé Django dans cet environnement virtuel nous donne accès à une commande. Cette commande, c'est la commande Django-admin. Cette commande permet en gros de créer un projet et de faire pas mal de choses au final. Aujourd'hui, on va juste se concentrer sur le fait qu'elle va créer un projet pour nous. Donc, comment créer un projet? On va donc utiliser la commande Django-admin, Django-admin. On va lui demander de créer un projet, donc Start Project. On va lui donner le nom du projet qu'on veut créer, donc vu que je n'ai aucune imagination, je vais l'appeler mon blog. Et à la fin, on va rajouter un point. Ce point a pour but de préciser où installer ce projet. En l'occurrence, si on ne précise pas ce point, il va créer un sous-dossier dans le répertoire où on est, dans lequel il va créer le projet. Nous, on veut le créer dans le dossier actuel, donc on met le point pour lui dire c'est ici que ça se passe. Donc on va le créer. Là, comme vous pouvez le voir, Django ne nous fait aucun retour pour nous dire que ça s'est bien passé, mais ça s'est bien passé. Pour en être sûr, on va juste faire un ls pour vérifier ce qu'on a ici. Et on a plein de nouvelles choses qui ont été créées. Alors, pourquoi Django article 1 se retrouve ici? C'est une très bonne question. C'est un dossier qui ne devrait pas être là, donc je vais le supprimer tout de suite. C'est un dossier, évidemment, donc un petit -r. Voilà. Voilà ce que vous devriez avoir normalement. J'avais déjà malheureusement un dossier à l'intérieur de ce dossier, donc du coup il était rajouté. Donc on a le pipfile et le pipfile.log qui sont les fichiers de configuration de pipenv. On a un fichier manage.py, manage.py qui est un petit peu l'outil à tout faire au sein du projet actuel. Il peut faire beaucoup de choses pour nous pour ce projet-là. Et on a un répertoire qui s'appelle mon blog. Si on regarde ce qu'il y a à l'intérieur de ce répertoire, on a plusieurs fichiers. Un fichier init.py, donc pour transformer ce package en module, normalement vous connaissez. ASGI et WSGI.py qui sont des fichiers qui vont être utilisés lors du déploiement, qu'on verra beaucoup plus tard, dans plusieurs articles plus loin. Et on a deux fichiers, settings.py et url.py. url.py, c'est ici qu'on va créer nos chemins
nos URL pour que le routeur de Django puisse diriger les bonnes URL vers les bonnes pages, en gros. Et settings.py, qui est le fichier important, très important d'ailleurs, dans ce dossier. C'est ici que vont se trouver toutes les configurations de notre projet. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir tout de suite ce dossier. Et voilà, on se retrouve donc avec nos différents fichiers qui sont ici, sur lesquels on va pouvoir travailler. Ce sera quand même beaucoup plus pratique qu'en console. Donc, première chose à faire, on va vérifier que l'installation de notre projet s'est bien passée. Pour faire ça, on va lancer, donc on va réafficher notre console, notre terminal, et on va lancer une commande de manage.py. Cette commande se lance avec Python, donc Python 3 manage.py. Alors on n'est plus dans l'environnement virtuel, vu que j'ai fermé, donc on va réactiver l'environnement virtuel, Python shell. Voilà, on va nettoyer un petit peu. Pour sortir de l'environnement virtuel, il vous suffit de taper exit, et voilà, vous êtes déconnecté de l'environnement virtuel, juste pour info. Donc on va se reconnecter à Pipanv, on va renettoyer l'écran. Ah non, je fais n'importe quoi. Hop, clear, voilà qui est nettoyé. Donc on va utiliser manage.py qui nous permet donc de faire plein de choses et notamment de lancer l'application. Alors Django embarque un serveur web qui n'est pas très sécurisé, qui est plutôt léger, mais c'est amplement suffisant pour le développement. Par contre, bien sûr, il ne faudra pas l'utiliser en production. Donc pour faire ça, on va lancer Python 3 manage.py et on va lui demander de run le serveur. Donc run serveur. Alors vous pouvez ignorer ce message en rouge pour l'instant, on verra de quoi il s'agit un peu plus tard. Ce qui nous intéresse, c'est ce lien ici. Donc on va cliquer dessus, et ce qui nous amène sur cette page, le 127.0.0.1.2.8000, et c'est la page par défaut de Django qui nous dit « Wouhou, ça a bien marché, tout est bien installé ». Et ça c'est bien, on est content, tout est installé comme il faut, donc ça veut dire que ça fonctionne. Alors évidemment, c'est pas un blog du tout, hein, on ne peut pas lui dire crée-moi un blog et il le fait tout seul. Il va falloir créer certaines choses. Alors pour comprendre comment fonctionne l'architecture de Django, Django fonctionne sur une collection d'applications. C'est-à-dire qu'on va faire différentes applications qui auront différents buts au sein du même projet et qui peuvent bien sûr communiquer entre elles. Alors comment on découpe une application, ça c'est un choix assez personnel. Dans l'absolu, le but est de regrouper les fonctionnalités qui ont les mêmes centres d'intérêt, j'ai envie de dire, qui ont les mêmes objectifs un petit peu, au sein d'une même application. Par exemple, nous on a un blog, on va avoir un système d'utilisateurs également, ça peut être pas mal d'avoir une application pour les utilisateurs, une application pour le blog, et une application pour l'admin qui va permettre de créer des nouveaux posts, etc. Ça pourrait être un découpage intéressant. Donc là-dessus, c'est vraiment vous qui décidez un petit peu comment vous voulez découper votre application, votre projet en application. Donc, on va couper pardon, ce serveur, donc avec un CTRL-C, on va renettoyer l'écran, et on va créer notre première application. Alors la première application qu'on va créer, c'est Users, c'est la gestion des utilisateurs. C'est un petit peu compliqué d'expliquer pourquoi, en fait, Django a un système de gestion des utilisateurs qui existe déjà avec une classe pour les utilisateurs. Le problème, c'est qu'une fois qu'on a fait des modifications en base de données, etc., il est très difficile de changer ce système, sauf que si ce système ne nous convient pas dès le départ, eh ben, ça va être très difficile de rajouter des choses dedans. Par exemple, dans le système de Django, il n'y a pas le nom et le prénom. On pourrait vouloir le nom et le prénom, sauf que, en l'occurrence, il ne le propose pas. Donc, dès le début, on va lui préciser qu'on veut utiliser notre système, notre classe user au sein du système d'authentification de Django, ce qui permettra ensuite de rajouter, vous le verrez, différents attributs à nos utilisateurs. Il faut absolument faire ça avant de faire des changements en base de données, c'est pour ça qu'on va commencer par ça, comme ça au moins ce sera plié. Donc on va créer une application pour la gestion des utilisateurs, on va l'appeler Users. Alors pour créer une application, on va encore utiliser manage.py, Python 3, manage.py, et cette fois on va lui dire Start App, pour lui dire commence une application, qu'on va appeler Users, parce que comme toujours, j'ai pas vraiment d'idée. Donc là, si on regarde dans
dans notre architecture, on a un nouveau dossier users qui a été créé avec plein de choses dedans. On ne va pas rentrer dans le détail pour l'instant, on rentrera dans le détail de ces différents fichiers au fur et à mesure de notre avancée dans ces différents articles. Donc, la première chose qu'on va faire, ça va être de modifier les models. Alors, pour vous faire comprendre ce qu'est un modèle, il faut comprendre comment fonctionne Django. Django est une architecture MVT, ce qui veut dire Model View Template. Les modèles, c'est une couche d'abstraction pour la base de données, c'est-à-dire que on va utiliser des objets Python qui sont des modèles, donc qui représentent en gros une table de la base de données, de façon à pouvoir décrire dans ces classes quel champ, quel nom de champ, quel type de champ il y aura dans la base de données. Et Django, lui, s'occupera de faire le lien entre la base de données et ces différentes classes. C'est ce qu'on appelle un ORM. Il y en a d'autres, hein, il n'y a pas que celui de Django, évidemment. La plupart des grands frameworks ont leur propre ORM. Il y a aussi des ORM qui sont sans framework. Voilà, il y en a plusieurs, mais ça permet d'éviter de taper du SQL, en gros. C'est Django qui va s'occuper de tout ça et nous retourner, au lieu de nous renvoyer des dictionnaires, il va nous renvoyer des objets. Donc ça, c'est le principe des modèles. Les templates, donc modèle vue template, les templates, c'est le visuel, c'est toute la partie HTML. Ce sont en gros les pages HTML qui vont être retournées au client pour afficher dans le navigateur la page web qu'on veut. Et ensuite, les vues. Les vues, c'est un petit peu les chefs d'orchestre de tout ça. C'est-à-dire qu'une requête va aller directement sur une vue. La vue, elle, va demander au modèle différentes données si elle en a besoin. Elle va récupérer le template. Elle va mélanger tout ça à sa sauce et renvoyer le résultat sous format HTML à l'utilisateur qui a fait la requête. Donc, les vues sont un petit peu ce chef d'orchestre et c'est elles qui reçoivent les requêtes. Donc les modèles, comme je disais, c'est ceux qui vont représenter nos tables en base de données. Et on a noté tout à l'heure que le problème du système d'utilisateur de Django, c'est qu'il utilise sa propre classe. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est créer une classe à nous, avec les champs minimaux, comme ça après on pourra rajouter différents champs. Donc ça se passe dans le fichier models.py, qui est ici dans l'application users. On va ouvrir models.py, et de base, il n'y a rien. Voilà, comme ça au moins, ça nous évite de nous embêter. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer notre classe users. Classe user. Donc ça, cette classe user va représenter une table qui va s'appeler user dans la base de données. On va la faire hériter de abstract user, avec une majuscule, ce sera bien. Abstract user, qui est la classe abstraite des utilisateurs de Django, ce qui va nous permettre d'avoir automatiquement de base dans notre classe, dans notre table, les champs que Django nécessite. Il a besoin de certains champs, il faut qu'ils soient là, pour éviter d'avoir à les retaper à la main. Il nous offre cette classe abstract user qui nous permet de les rajouter automatiquement, vu que chaque champ est en fait un attribut de la classe. Vu qu'on hérite d'une classe qui a déjà des attributs, on récupère ces attributs. Donc abstract user contient le minimum syndical. Et on va également utiliser permission mixin, qui est un mixin pour la gestion des permissions. On ne va pas rentrer dans le détail pour l'instant là-dessus, on verra ça quand on gérera les permissions. Et cette classe, ce qu'elle va faire, c'est rien du tout. L'avantage du coup de faire ça, c'est qu'on va rester sur la classe basique, l'abstract user de Django, mais si on décide de rajouter des choses, donc des champs, donc des attributs dans notre classe, on pourra les rajouter ici, alors qu'avec la classe officielle de Django, on ne peut pas aller taper dans la librairie pour changer cette classe. Django, lui, ne sait pas qu'on a fait cette modification. Si ça se trouve, on voulait avoir aussi une classe user en plus du système de gestion des utilisateurs de Django. Donc pour ça, on va devoir lui expliquer que c'est cette classe-là qu'il faut qu'il utilise par défaut. Pour ça, on va aller dans les settings.py. Donc souvenez-vous, les settings.py sont dans ce dossier-là, et on a le fichier settings.py. Alors il y a énormément de choses dans ce fichier, je ne vais pas vous expliquer maintenant, on va expliquer au fur et à mesure quand on aura besoin des différentes choses. La première chose qu'on va voir, c'est aller tout en bas, et on va créer une nouvelle entrée qu'on va appeler auth_user_model, qui est égal à users.user. Donc on lui dit que la classe, le modèle d'utilisateur d'authentification par défaut, du coup maintenant, c'est celui qui se trouve dans le module users,
dans les modèles de users et la classe qui s'appelle user. Comme ça, Django va automatiquement, lorsqu'il va faire les modifications en base de données, comprendre que sa classe à lui ne doit plus interférer et que c'est celle-là qu'il faut utiliser. Un petit détail, on a créé une application. Quand on crée une application, Django est bien gentil, il nous la rajoute dans l'architecture. Par contre, il considère qu'il ne doit pas encore l'utiliser. C'est à nous de lui dire d'utiliser cette application. Pour ça, ça se passe en haut du fichier settings.py. Vous allez voir, ici, on a une jolie petite liste qui s'appelle Installed Apps. Il y a de base certaines applications qui sont installées et on va devoir rajouter la nôtre. Donc la nôtre s'appelle Users, donc on va juste rajouter Users. Rien de bien complexe. Maintenant, Django sait, on va l'enregistrer d'ailleurs, maintenant, Django sait que l'application Users existe. Si vous ne la rajoutez pas, il va totalement l'ignorer, ce qui fait que ça va vite être problématique. Donc, on a fait nos différentes modifications. On a modifié nos settings pour enregistrer l'application Users. On a également rajouté le nouveau modèle par défaut pour le système d'authentification, qui est celui-ci. Alors ici, on a quelques imports, bien sûr, à faire. Les imports ne se font pas tout seuls, malheureusement. Donc, on va devoir rajouter ce qu'on a utilisé, à savoir Abstract User et Permission Mixin. Donc, Abstract User, il se trouve dans Django.contrib, qui est là, .auth.models. Et on va donc import abstract user. Voilà. Et on va également, à partir de là, importer permission mixin, qui est également ici. Voilà, qui sont les deux classes desquelles on hérite. Alors, je ne sais pas pourquoi il ne veut pas la prendre. Is not defined. C'est embêtant. Bon, normalement, ça devrait quand même fonctionner. Je pense que c'est mon IDE qui fait des siennes. Donc, maintenant que ça a été fait, le modèle a été créé, il va falloir appliquer ces changements en base de données. Souvenez-vous, les modèles sont juste une interface avec la base de données. Il faut dire à Django, voilà, mon modèle est prêt, je veux que tu exécutes les modifications que j'ai faites sur mes modèles au sein de la base de données. Et pour ça, merci, Django a encore une commande qui va nous permettre de faire ça. En fait, elle a deux commandes. La première, ça va être make migrations. Alors, on va la taper, Python 3, manage.py, make migrations, avec un S. On va lancer ça, et on a un problème. Alors, apparemment, permission mixin is not defined. Alors ça, c'est un petit peu embêtant. On va essayer de voir où est le souci. Alors, il est possible que je me sois trompé dans l'import. On va vérifier ça. Tac, tac. Alors, donnez-moi juste une petite seconde. C'était pas prévu comme ça. Donc, users... d'où elle vient, cette permission mixin? Et oui, elle ne vient pas de là, la permission mixin. Désolé. Alors si, elle vient de là, pourquoi elle n'est pas reconnue? C'est ici, c'est permissions mixin, avec un S à permissions. Ah, bah tout de suite, ça fonctionne mieux. Donc on va enregistrer cette petite modification, désolé pour ça. Donc on va revenir ici et retaper notre commande Python 3 manage.py make migrations. Cette fois, ça devrait fonctionner. Voilà, ça fonctionne. Donc qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit les migrations de users ont été faites et ont été enregistrées dans un fichier 001 initial.py et la modification, c'est la création du modèle user. Les migrations se trouvent dans un dossier migration au sein de chaque application. Donc on va l'ouvrir et on va regarder cette migration qui nous a créée. Alors il y a énormément de choses, beaucoup trop de choses, possiblement. Vous n'avez pas vraiment à toucher à ces migrations, Django va s'en occuper tout seul. En gros, ces migrations disent qu'est-ce qui doit être fait dans la base de données. C'est ce que Django va utiliser pour pouvoir faire les modifications directement en base de données. Donc comme vous voyez, il dit qu'il faut créer des champs. Ça, c'est tous les champs qui sont par défaut dans la classe abstraite de user. Et il dit quel type c'est, est-ce que c'est nul ou pas, etc., etc. Donc il y a quand même pas mal d'informations. On évite de toucher aux migrations, c'est un coup à faire des bêtises, donc on va vite la refermer avant de faire une bêtise. Donc les migrations ont été créées, mais n'ont pas encore été appliquées en base de données. Notre base de données actuellement est toujours complètement vide. Donc pour l'appliquer, on va utiliser une autre commande, Python 3 manage.py
.py migrate. Donc migrate va aller chercher toutes les migrations dans les dossiers de migration qui n'ont pas été appliqués encore et les appliquer en base de données. Et là, vous vous rendez compte qu'il y a énormément de migrations qui ont été effectuées, pas uniquement la nôtre. Alors la nôtre est quelque part par là, elle est ici exactement, donc elle a été appliquée, mais plein d'autres ont été appliquées. Alors ça, ce sont des migrations de base de Django. Django a besoin de certaines tables pour bien fonctionner, et il a ses propres migrations qui ont été appliquées aussi. Ça ne se reproduira normalement pas. Et d'ailleurs, si je relance un migrate, il va me dire il n'y a pas de migration appliquée, j'ai déjà tout appliqué. Donc ça, c'est chouette. Alors votre question que vous allez vous poser, c'est bah, t'es bien gentil, Oreo, mais elle est où notre base de données? Alors notre base de données, elle est ici. De base, Django embarque une base de données SQLite 3 qui sera amplement suffisante pour le développement, comme ça on ne va pas avoir besoin de toucher à la configuration. Mais dans de prochains articles, on verra comment reconfigurer la base de données pour utiliser une base de données un petit peu plus robuste, comme PostgreSQL par exemple. Mais pour l'instant, pas de souci, on a notre base de données qui est enregistrée dans un fichier qui s'appelle DB SQLite 3 et qui est apparu dans votre architecture. Donc, on a fait notre changement en base de données, ce qui est bien. Alors, croyez-moi sur parole, le changement a été fait. N'allez pas essayer d'ouvrir votre fichier SQLite 3 pour savoir si en effet tout a bien été fait. Croyez-moi, tout a bien été fait, sinon Django nous aurait dit qu'il y a un problème. Et voilà, ça c'est terminé pour la configuration. On a terminé la configuration de notre Django. Alors c'est une configuration très basique pour l'instant, qu'on va étoffer au fur et à mesure des articles, mais pour l'instant ce sera amplement suffisant pour ce qu'on a à faire. Donc maintenant, on va se concentrer maintenant sur comment coder notre application. Donc on va créer une nouvelle application qu'on va appeler Blog, qui va être toute la gestion de l'affichage front office pour notre utilisateur, c'est-à-dire l'affichage des articles, la possibilité de poster des commentaires, etc. Donc, on va créer, vous savez déjà comment on fait maintenant pour créer une application au sein d'un projet, manage.py, startup, et on va l'appeler blog. Et voilà notre petit dossier ici qui est apparu, blog, qui est fait de la même façon que users. C'est une application pour l'instant qui reste basique. Donc, si vous vous souvenez, Django fonctionne sur un modèle MVT, modèle vue template. Modèle vue template veut dire qu'on va avoir plusieurs choses à créer pour chacune de nos pages. Alors, les modèles, pas forcément, ça va dépendre de ce que fait notre page. Par contre, on va être obligé de créer un template pour l'affichage de cette page. On va être obligé de créer une vue pour le traitement de cette requête. Et on va également devoir créer une URL pour dire à Django comment trouver cette page. On va commencer par le template, parce que le template, il va falloir que je vous explique quelques petites choses. Comment fonctionne un template? Un template fonctionne de la façon suivante. Déjà, au niveau de l'architecture, il y a deux endroits où on peut trouver des templates. Dans un fichier à la racine du projet, qui s'appelle templates, ou dans un dossier qui s'appelle templates au sein de chaque application, dans lequel on va mettre également des templates. Donc, au final, on peut avoir ces deux endroits. Comment décider où mettre notre template? Ça va dépendre de pourquoi on utilise notre template. Un template global, qui va être utilisé par toutes ou plusieurs de nos applications, sera la racine du projet. Par contre, un template spécifique va se retrouver au sein de l'application à laquelle il correspond, vu que les autres applications n'en ont pas besoin. Et ça permet de granulariser un petit peu, j'ai envie de dire, notre gestion des templates. Sauf que, parce que c'est pas tout, on évite la répétition de code et on sait que déjà dans les templates HTML, on va devoir mettre les balises HTML, head, body, etc. Et ça, toutes les pages vont l'avoir. Et on n'a pas envie de répéter du code. Par contre, le contenu, lui, va changer. Pour ça, Django offre un système de templating. Ce système de templating permet de créer des templates à trous, un petit peu. C'est-à-dire de créer un template global dans lequel on va pouvoir injecter des données qui nous intéressent. Donc, on va créer notre premier template à trous qui va être le template global, celui que je vais appeler main. Main parce que c'est le template principal tout simplement. Donc vu que c'est le template principal, on va devoir le créer dans le dossier templates à la racine. Alors Django ne l'a pas créé de base, donc on va le faire, vu que Django crée vraiment le minimum. C'est pas comme ça. On va donc créer, hop là, un nouveau répertoire qu'on va appeler templates. Alors ce nom n'est pas forcément important.
vous auriez pu l'appeler Schtroumpf. Par bonne pratique, par respect des conventions, on va l'appeler quand même templates, ce qui est beaucoup plus efficace. Et dans ce répertoire templates, on va créer un nouveau fichier et on va l'appeler main.html. Et dans ce main.html, on va mettre tout le code basique qui va être utilisé partout. Donc on va déjà avoir un doctype. Voilà, doctype HTML. On va avoir notre balise HTML. On va lui mettre une langue en français parce que on est en France. On va ouvrir notre balise head. Dedans, on va pouvoir lui mettre quelques méta. Donc on va mettre un meta charset à UTF-8. Alors si vous ne comprenez pas ce que je fais, il va falloir revoir vos cours de HTML. On va lui mettre un titre. On va dire mon super blog. Voilà, ce sera tout pour l'instant. On va ensuite créer notre body pour notre page HTML. Dedans, on va mettre un header très puissant qui va s'appeler mon super blog à moi. Voilà, parce que pourquoi pas. Et ça, ce sera sur l'intégralité de... on va d'ailleurs le mettre en H1, histoire de montrer que c'est un titre. H1. Voilà, et on va refermer la balise après notre titre. Voilà qui est fait. Donc, ça va être commun à l'intégralité de nos pages. On a envie que ça s'affiche sur toutes nos pages. Par contre, ce qu'il va y avoir ici, hop, on va mettre un petit commentaire. On veut de la différence ici. Voilà, ici, on veut pouvoir rentrer des choses différentes. Donc, en gros, quand je vous parlais du template à trous, notre trou, il est ici. C'est lui qu'on va vouloir remplir avec d'autres templates. Heureusement, Django, notre ami, va s'occuper de le faire. Pour ça, le système de templating de Django a un système de blocs. Les blocs, comment ça marche? Donc le système de templating de Django fonctionne avec des accolades. Hop, et on va rajouter un % ici. Et au milieu ici, on va pouvoir mettre une directive. Alors ces directives, ça peut être des boucles, ça peut être plein de choses qu'on verra au fur et à mesure de notre avancée là-dedans. Et en l'occurrence, il y a la directive bloc, tout simplement, et on va lui donner un nom. Donc, vu que c'est le contenu que je veux mettre ici, je vais l'appeler content. Et on va refermer notre bloc. Bloc. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est que maintenant, n'importe quel template qui est basé sur ce template général et qui définit un bloc content, le bloc content de cet autre template va être injecté à la place du bloc content qui est ici. Alors attention, ça va l'écraser, c'est-à-dire que si ici on a écrit Toto, et que dans notre autre template on a écrit Tata, ce qui va s'afficher c'est Tata, parce que ça va écraser le contenu de ce bloc. Si jamais il est défini dans l'autre template, on va voir ça. Pour l'instant, on ne va pas écrire Toto, ça ne fait aucun sens. Donc on va garder notre bloc content, ici, qui est vide, et c'est ici qu'on va pouvoir insérer des nouveaux blocs. Donc ça, c'est notre architecture générale, notre main. Et maintenant, on va vouloir créer notre page d'accueil. Donc pour notre page d'accueil, on va créer un template qui, lui, va être spécifique à notre application blog. Notre page d'accueil ne va pas apparaître dans notre application users ou admin, etc. Donc c'est vraiment spécifique à blog. Donc on va aller dans blog et on va créer un nouveau répertoire à l'intérieur de blog qu'on va appeler templates. Alors, pour les bonnes pratiques et pour aider Django à bien comprendre ce qui se passe, on va créer à l'intérieur de template un autre répertoire qui va porter le nom de l'application. Donc blog. Donc au final, on a un dossier templates qui contient un dossier blog et c'est là-dedans qu'on va mettre nos templates spécifiques à blog. Alors c'est un peu répétitif parce qu'après tout, notre dossier template est à l'intérieur du blog, mais en fait au moment du déploiement, tous les templates vont être récupérés au même endroit. Ça va permettre de simplifier vraiment les choses. Et donc, au sein de notre dossier blog, on va créer notre nouveau template qu'on va appeler accueil.html. Accueil.html, la première chose qu'on va lui dire, c'est qu'il va étendre, extends, et il va étendre main.html. Hop. Qu'est-ce que ça veut dire étendre? Étendre, ça veut dire que ce qui se trouve à l'intérieur de notre template accueil.html va être injecté
à l'intérieur de notre fichier main.html selon la règle des blocs. Donc les blocs vont prendre la place des blocs qui sont prévus dans main.html. Actuellement, dans main.html, vous vous souvenez, on a un seul bloc qui s'appelle content. Donc ce bloc content, on va le redéclarer ici. Bloc content. Et on va, hop là, et on va le fermer. And block. Et on va lui mettre un contenu à l'intérieur. Donc on va dire bonjour, bienvenue sur mon super blog. Donc du coup, lorsqu'on va appeler accueil.html, Django va voir qu'on étend main.html. Donc il va aller chercher ce template-là et il va trouver dedans un bloc content. Il va vérifier que dans notre template originel, on a aussi un bloc content. Et si c'est le cas, ce qui est écrit ici va se mettre à la place du bloc content ici. Et du coup, on a injecté une partie de template à l'intérieur du template général, et c'est ça qui va être retourné. Ce qui permet du coup d'avoir plein de templates différents au sein de blog, qui vont tous étendre main, et donc tous avoir doctype, HTML, head, les méta, le title, etc. Alors, on peut faire autant de blocs qu'on veut, et on peut également étendre autant qu'on veut. On peut étendre un template, qui étend un template, qui étend un template, etc. Essayons de garder les choses simples, le plus simple et le mieux quand même. Donc, pour l'instant, on va garder un seul bloc. D'ailleurs, on va en faire un deuxième. Non, on ne va pas en faire un deuxième. On va rester sur un seul bloc, ce sera amplement suffisant. La dernière chose au niveau des templates, c'est d'être sûr que Django est capable de les trouver. Donc pour ça, on va aller voir les settings.py. Les settings.py qui sont donc dans mon blog, settings.py, et on va chercher la clé template. La clé template qui est ici. Et là, il y a de nombreuses informations qui ne nous intéressent pas forcément, mais il y a deux informations qui nous intéressent beaucoup. C'est dirs et appdirs. Appdirs va dire à Django, les templates peuvent se trouver dans un dossier qui s'appelle templates, à l'intérieur de chacune des applications. Donc quand tu as besoin d'un template, va aussi chercher là-bas parce que ça se trouve, le template que tu veux y est caché. Le dirs ici permet de rajouter des dossiers qui peuvent contenir des templates. Et c'est là que je vous disais que templates pouvait s'appeler également Schtroumpf parce qu'on va devoir le rajouter à la main. En l'occurrence, on va garder le nom template et il est, donc on a une constante qui s'appelle basedir qui a été déclarée ici au sommet de notre fichier settings.py. Donc basedir, en gros, c'est notre dossier blog. C'est la racine de notre projet. Et on va lui dire que dedans, on a un dossier templates, tout simplement. Rien de bien compliqué. Maintenant, Django est capable de savoir que les templates se trouvent soit dans un dossier template à la racine du projet, soit dans des dossiers templates à l'intérieur des applications, et il s'occupera d'aller chercher le template pour le trouver. Et voilà, ce sera tout pour les templates pour l'instant. Donc on a notre premier template qui s'appelle accueil.html, qui est en main.html et qui remplit le bloc content avec son contenu, à savoir bonjour, bienvenue sur mon super blog. Très importante comme phrase. Donc notre template est bon. Souvenez-vous, modèle vue, template, la vue maintenant. Il faut créer une vue qui soit capable de recueillir la requête de l'utilisateur et qui soit capable de rendre ce template parce que l'utilisateur le veut. Où se trouvent les vues? Chaque vue se trouve dans un dossier views.py au sein d'une application. On l'a ici pour l'application blog, mais si on regarde également dans l'application users, on a également un views.py. Donc là, en l'occurrence, c'est une vue de notre application blog qu'on veut créer. Donc on va aller dans views.py de blog, et comme vous voyez, il n'y a pas grand-chose dedans. Aucune vue n'a été créée, et il nous invite à créer nos vues ici. Donc ça, c'est très bien. On va donc créer nos vues. Alors les vues, comment ça fonctionne? Il y a deux façons de créer une vue. Une vue avec une classe ou une vue avec une fonction. Donc les function-based views, les vues basées sur les fonctions, c'est ce qu'on va utiliser au cours de cet article. Elles sont relativement plus simples à prendre en main que les fonctions basées sur les classes. Cependant, elles permettent un petit peu moins de précision dans ce qu'on veut faire. Si vous voulez utiliser des classes based view, libre à vous. Je vous mets dans la description. Et puis alors là, normalement, ça devrait s'afficher. Je ne suis pas un pro de YouTube, mais ça devrait s'afficher dans le coin en haut à gauche normalement.
Et sinon, le lien est dans la description vers un webinaire de Thierry Chapuis qui explique comment fonctionnent les class-based views, qui est très intéressant et qui est très bien fait. Je vous invite à aller le regarder, même si vous partez sur des function-based views, c'est toujours intéressant. Donc, function-based view veut dire que chaque vue sera une fonction. Donc, on va créer une fonction qui sera notre vue et qu'on va appeler accueil, parce que pourquoi pas. Toutes les vues basées sur des fonctions doivent prendre en premier paramètre request. Request, en fait, c'est un paramètre qui sera rempli automatiquement par Django et qui contient plein d'informations sur la requête, d'où elle vient, les variables de session, les headers, etc. Il y a énormément de choses à l'intérieur. On verra au fur et à mesure de quoi on aura besoin, mais en tout cas, notre vue doit absolument prendre en premier paramètre request. Et c'est ce qu'elle fait. Et donc ensuite, tout ce qu'on veut, c'est pour l'instant retourner le template. On ne veut pas faire de calcul, on n'a pas besoin d'informations qui viennent des modèles, on va juste faire un retour de notre template. Donc pour ça, on va faire un return render. Render, c'est un raccourci de Django qui crée une réponse HTTP, ce que l'utilisateur va recevoir. Et ce raccourci prend 2 ou plus paramètres. Le premier paramètre qu'elle va prendre, c'est request, parce qu'on veut que request continue son chemin au travers de la réponse. Le deuxième, ça va être le chemin du template. Le chemin du template à partir d'un dossier templates déclaré dans les settings. Donc souvenez-vous, dans les settings, on a déclaré que les templates peuvent se trouver dans le dossier templates à la racine ou dans les dossiers templates à l'intérieur de chaque application. Nous, en l'occurrence, accueil est dans un dossier blog qui est à l'intérieur d'un des dossiers que Django surveille. Donc, on va lui dire, dans un dossier que tu surveilles, il y a un dossier blog avec dedans un fichier qui s'appelle accueil.html. Et Django va le trouver tout seul parce que Django est très fort. On pourrait mettre un troisième paramètre qui est ce qu'on appelle le contexte, c'est-à-dire mettre des variables à l'intérieur ou des valeurs de façon à ce qu'elles soient transmises au template et que le template puisse les afficher. On verra ça un petit peu plus tard dans le prochain article. Pour l'instant, on va rester très basique. On veut juste retourner notre template accueil qui étant donc main. Et notre vue est terminée. Comme quoi, c'était pas si compliqué au final. Cependant, notre vue, elle est fonctionnelle, elle est capable de retourner à un template HTML, on est très content, mais on ne peut pas y accéder. On ne peut pas y accéder parce que Django ne sait pas où il doit, à quel moment il doit exécuter cette vue-là et pas une autre. Ça, il va falloir lui dire, et pour ça, on va utiliser les URL. Alors, les URL de Django sont également divisées en deux. On a toujours un petit peu cette division en deux pour le global et le spécifique. On a déjà un fichier url.py qui existe ici, à l'intérieur de notre dossier du projet. Ce url.py est un fichier URL général, c'est-à-dire que c'est le premier qui va être appelé. On va l'ouvrir, voir un peu ce qu'il y a dedans. On a ici un path admin. Alors, on ne va pas utiliser l'admin de Django. Désolé de vous décevoir, ça fera peut-être l'objet d'un autre article. Donc ça, on peut l'enlever. Cette variable URL patterns est extrêmement importante, c'est elle qui contient les chemins. Donc, en gros, dans un fichier URL, on lui dit qu'un chemin donne sur une vue en particulier. Donc, je pourrais lui dire, par exemple, qu'un chemin, path prend en premier paramètre la route qui est demandée. Donc, je pourrais dire, je veux que ce soit la route blog/add article. Et je veux que ça exécute mon fichier de vue, la fonction addArticle, et lui donner un nom, ajouter article par exemple. Et ça serait totalement valable. Le seul problème, c'est qu'on mettrait à la racine du projet une URL qui concerne une application uniquement. Elle ne concerne pas toutes les applications, elle ne concerne que l'application blog. Donc du coup, ce qu'on peut faire, c'est dire à l'URL principale, écoute, tout ce qui doit aller vers mon application blog, je vais décrire les URL au sein du fichier qui se trouve dans blog. Donc pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle un include. C'est-à-dire que ici, on va lui dire, tu vas utiliser les URL de blog. Donc on va les appeler blog URLs par exemple. Et du coup, toutes les URL qui commencent par blog/add-article devront se trouver dans blog URL. Nous, en l'occurrence, on n'a pas vraiment envie d'avoir un chemin super long pour notre page d'accueil, on a juste envie qu'il n'y ait rien. On veut que ce soit monsite.com et c'est tout.
qu'il n'y ait rien derrière. Donc on va lui dire que le préfixe pour accéder aux URL de notre application blog, eh ben, il n'y en a pas. Voilà, c'est un préfixe vide. Ce qui veut dire que tout ce qui arrive sur monsite.com va aller directement sur un autre, sur un autre fichier URL, celui de blog URL qu'on a importé. Donc on va l'importer quand même, ce blog URL. Donc pour ça, on va faire un from blog import URLs as blog URL. Ça, voilà qui sera mieux. Donc évidemment, ce module n'existe pas encore, on va le créer après. Et là, en gros, ce qu'on lui dit, c'est que dès qu'on arrive et qu'il n'y a pas de préfixe, en gros, on veut utiliser les URL de blog. On peut bien sûr en mettre plusieurs, c'est-à-dire qu'on peut mettre un deuxième, donc on va le copier-coller, hop, le mettre ici, et on va lui dire Toto, et tu rediriges vers les URL de l'application Toto URL. Et là, ce qui va se passer, en fait, c'est qu'à chaque fois qu'une URL va être monsite.com/toto et autre chose après, il va automatiquement utiliser les URL qui sont décrites ici. Donc pour l'instant, comme je disais, nous, on veut juste aucun préfixe, on veut inclure les URL de blog. Alors ce include, il faut l'importer quand même, il vient de Django URLs aussi, donc on va juste le rajouter ici, include. Voilà, donc on n'a plus d'erreur. Et blog URLs, il va falloir créer notre fichier d'URL qui est donc spécifique à notre application blog. Donc on va aller sur blog, on va créer un nouveau fichier qu'on va appeler urls.py. urls.py qui est vide pour l'instant, mais peu importe, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bête et discipliné copier-coller nos URL générales, voilà qui est fait. Et là, par contre, on n'a plus rien et on n'a évidemment pas besoin de s'auto-importer. Donc ici, on va créer un nouveau chemin, parce que les URL générales ont donc redirigé vers nos URL ici, mais nos URL ici, il n'y en a pas. Donc il va falloir qu'on en crée une. On va créer donc notre URL pour la page d'accueil, donc c'est un path, hein, un chemin toujours. Et encore une fois, on va mettre vide, tout simplement parce qu'on n'a pas envie, on a envie que ça arrive sur monsite.com tout court. On ne veut pas que ça arrive sur monsite.com/toto. Donc là, par exemple, si on mettait toto, ça voudrait dire que toute URL faisant monsite.com/toto, vu que ça ne matche avec aucune URL ici, mis à part celle-là, ça va partir sur les URL ici, et sur ces URL, ça aurait matché avec ce toto. Là, en l'occurrence, on ne veut rien du tout. Donc tout ce qui n'a rien après .com va arriver sur ce path-là. Ce path-là, du coup, ici, on va lui préciser quelle vue on veut. Donc la vue qu'on veut, ça va être la vue qui se trouve dans blog.views. On l'a appelé accueil, je pense. D'ailleurs, on ne va pas le faire comme ça, on va directement écrire views.accueil. Voilà qui est mieux. Et il ne connaît pas views, donc on va l'importer from blog import views. Et maintenant, il le connaît. Alors, attention, on ne lui passe pas une exécution de notre fonction, on lui passe juste la fonction en elle-même. Et ensuite, on va lui donner un nom. Alors, ce nom, accueil, ce nom sert en fait, quand on va devoir rechercher des URL, si on a des URL qui portent à peu près le même nom, on va pouvoir mieux s'y retrouver. C'est pas un paramètre obligatoire, c'est un paramètre que je conseille, cela dit, notamment dans la recherche d'URL dans les templates, c'est très pratique. Également, quelque chose qu'on va faire, c'est que en haut ici, on va rajouter une nouvelle variable qu'on va appeler appname. Alors ce nom est important, hein, appname, et on va lui dire que ça s'appelle blog. Tout simplement parce que si on a une autre URL qui s'appelle accueil, dans une autre application, quand on va vouloir créer, intégrer cette URL par exemple dans un template, on va devoir lui dire dans quelle application il est. Et les URL ne savent pas dans quelle application elles sont, mis à part si on leur précise le appname. Donc je précise mon appname blog. Le chemin vide va exécuter la méthode de vue accueil et elle porte le nom accueil. Et là, eh ben, c'est fini. Alors les URL, c'est un petit peu complexe à comprendre au premier abord. Vous allez avoir plus d'informations au fur et à mesure qu'on va avancer dans les différents articles et vous allez vite le comprendre quand on va arriver sur
sur des URL un petit peu plus complexes. Mais là, pour l'instant, ça fonctionne. Ça fonctionne pas vraiment, parce que en fait, pour l'instant, notre cher Django ne sait toujours pas que cette application blog existe. Donc il va falloir penser à l'enregistrer. Il faut toujours penser à enregistrer ces applications. Donc du coup, on va aller, pas ici, on va aller dans settings.py, dans les install apps, vous voyez, on avait installé users, et maintenant on va lui dire que blog est également une application enregistrée. Comme ça, il va pouvoir comprendre qu'il peut aller rechercher à l'intérieur de blog. Et cette fois, eh ben, c'est terminé. Tout devrait fonctionner. Alors, on va vérifier que tout fonctionne. On va relancer notre serveur comme tout à l'heure, python 3 manage.py run server. Apparemment, pas de problème d'exécution. Maintenant, on va aller jeter un coup d'œil à notre page. Et on a un petit problème. Alors, il y a un problème dans un template. En effet, j'ai fait une bêtise dans un des templates. C'est pas celui-là, c'est celui-là. Alors, la fin de bloc, c'est end block, c'est pas juste bloc. Sinon, évidemment, ça risque de poser problème. On va réactualiser, et voilà qui fonctionne. On a donc notre blog, qui s'appelle Mon super blog à moi. Donc ça, c'est le titre qui est dans notre main.html, et qui nous affiche « Bonjour, bienvenue sur mon super blog », qui, ça, se trouve dans le template accueil.html. Et nous avons fini pour aujourd'hui. C'est quand même déjà pas mal. On a vu beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu comment installer Django, déjà, de base, c'est important. Comment le configurer? Alors, on n'a pas vu toute la configuration, bien sûr, ça prendrait des heures. On va la voir au fur et à mesure des différents articles qu'on va faire, quand on aura besoin des différentes configurations. Mais on a vu comment configurer une base. On sait maintenant comment utiliser les URL. Encore une fois, c'est peut-être un petit peu flou, ça va s'éclaircir avec le temps au fur et à mesure des articles. On a pu créer un template, on a pu créer une vue et une URL pour pouvoir accéder au travers d'une URL à une fonctionnalité. On peut afficher notre site, on a même créé un modèle au travers de l'application Users, et on a réussi à appliquer ce modèle en base de données, donc notre base de données contient notre table Users. Donc ça fait quand même beaucoup de choses. Alors comme vous le voyez, juste pour finir sur les URL, vous le voyez pas en fait, mais l'URL de ce... alors je vais pas pouvoir vous montrer en fait, mais l'URL actuelle c'est 127.001.2.8000 et rien après. C'est pour ça qu'il traverse les deux fichiers d'URL et qu'il nous exécute cette fonction de vue. On verra ça plus en détail plus tard. Bon, je pense qu'on a fait déjà pas mal pour aujourd'hui. Je vais me lancer bientôt dans la rédaction de la deuxième étape pour notre blog, mais je pense que c'est déjà pas mal. Alors je vais vous mettre en description plusieurs liens, le lien de la documentation de Django, je vais vous mettre le lien du webinaire de Thierry Chapuis, je vais également vous mettre le lien du GitLab sur lequel vous pouvez retrouver ce code. Qui a été poussé sur GitLab. Et puis on se retrouve bientôt pour la deuxième partie, où on va voir beaucoup de choses. On va voir comment embellir notre site avec les statics, on va voir comment créer et afficher des posts avec les formulaires de Django. Enfin bon, on va voir beaucoup de choses. Donc on se retrouve très vite pour la seconde partie. Prenez soin de vous, et à bientôt. Salut!